星屑の海を守れ限りなき空をまぶた閉じるだけじゃ時はただ朽ちてゆくだけなくした夢今取り戻すために立ち上がれ真実の翼広げ Take a chance 心の痛み勇気に変え Take a chance 邪悪な闇を切り裂け Dead or alive 立ち向かえ未来を胸にエネルギー Just have what to believe in You go Sous la direction de l'IAC, le monde se relève petit à petit des ravages causés par les guerres de l'énergie. La plupart des pays n'ayant pas encore signé la charte de Pékin s'empressent de le faire suite à la destruction de la Fédération européenne. Ceux qui refusent malgré tout de rejoindre l'IAC, en général des petites dictatures d'Amérique du Sud, sont simplement rasés de la carte ou forcés de coopérer d'une manière ou d'une autre. Alors que le nouvel an 2070 se profile, l'IAC impose sa définition d'un monde unifié au reste de l'humanité. Dès 2073, le monde aura été réorganisé sous forme de districts plus ou moins autonomes et dirigés au niveau local par des gouverneurs élus. Ces districts, au nombre de 5, correspondent approximativement aux 5 continents. Le district Alpha, aussi connu sous le nom de district origine ou district 0, correspond au territoire originel de l'IAC. Il s'étend en latitude de la frontière russo-polonaise à la région la plus orientale du Japon, et en longitude du nord de la Sibérie à la pointe de l'Inde. Ayant profité de la puissance économique et technologique de l'IAC depuis ses débuts, le district Alpha bénéficie d'un bon nombre de villes prospères et d'avantages indéniables sur le reste du monde. Ses centres urbains sont propres et gracieux, et la destruction de la plupart des grandes villes comme Tokyo ou Hong Kong durant les guerres a permis de reconstruire sur de nouvelles bases, profitant au maximum de toutes les avancées en termes d'urbanisme. Au niveau politique, ce district peut se targuer de toujours fournir, en toute époque, près de la moitié de l'effectif du gouvernement exécutif, et la plupart des grands préators de l'IAC en sont originaires. Composé du continent africain et en théorie du Moyen-Orient, le district Beta, ou tout simplement district africain, est, malgré sa pauvreté originelle, le second secteur le plus prospère de l'IAC. Ce fut en grande partie dû aux grands soins appliqués par le Cercle pour sortir le continent de la crise, afin d'en faire une vitrine des avantages offerts par la charte de Pékin. Bien qu'elles ne rivalisent pas avec les villes les plus récentes du district Alpha, les villes africaines ont bénéficié de nombreuses technologies avant-gardistes concernant l'urbanisme et disposent des centres touristiques les plus en vogue à l'heure actuelle, des villes comme Pretoria en ancienne Afrique du Sud faisant partie des villes les plus riches du monde. Le Moyen-Orient pour sa part ne s'en est pas aussi bien sorti. Pour régler le problème des extrémistes refusant la domination de l'IAC à partir de 2039, celui-ci fut obligé de raser la majeure partie des centres urbains du secteur, et près de 80% de la population a été exterminée au fil des ans, via des mesures antiterrorisme aveugles imposées par le Cercle. De nos jours, le Moyen-Orient est une zone déserte, parcourue par de rares peuplades nomades, abandonnées à leur sort, et tentant de trouver leur subsistance dans ce qu'on appelle aujourd'hui les champs de verre. Le district nord-américain, ou district Gamma, s'étend du nord du Canada jusqu'au sud du Mexique, et comprend donc les anciens États-Unis d'Amérique ayant rejoint l'IAC en 2056. Ayant bénéficié d'une attention effective de l'IAC, en particulier au niveau économique et social, le district Gamma est surtout connu pour les avantages fiscaux offerts à ses habitants. Cela a permis à l'IAC de produire, contre toute attente, l'un des districts les plus loyaux, ce dernier ayant régulièrement des élus siégeant en tant que préators au Conseil des magistrats, et bénéficiant d'une forte influence dans celui-ci. Hormis cela, le secteur fut relativement épargné durant le conflit opposant la Fédération européenne à l'IAC, et la plupart de ces villes n'ont pas bénéficié des mêmes transformations que l'Afrique ou l'Asie. Il n'en reste pas moins que Gamma est l'un des pôles industriels majeurs de l'IAC,
disposant entre autres des usines du LF, l'une des entreprises d'armement les plus productives du cercle. Aussi appelé district océanique, Delta fut longtemps délaissé par l'IAC, de par son faible intérêt économique et stratégique. Les îles indonésiennes furent peu à peu abandonnées et ne survécurent pas à la crise économique et climatique, de par la difficulté de l'IAC à unifier le réseau électrique dans ce secteur. De nos jours, ces îles sont revenues à l'état sauvage, et hormis quelques communautés rurales et résidences privées pour milliardaires, elles ne disposent plus de véritable présence humaine. L'Australie fut cependant une légère exception à cet état de fait. Plus riche et plus développée à l'origine que le reste de l'Océanie, elle put tenir le choc durant la crise énergétique, et son entrée dans l'IAC lui permit de profiter, malgré le désintérêt du cercle, de nombreux avantages. Ce désintérêt flagrant ne durera approximativement que jusqu'en 2085, date à laquelle l'IAC commence à lancer de nombreux projets spatiaux. L'Australie devient alors la base de lancement principale du cercle, ainsi que l'un de ses plus grands chantiers navals. Elle abritera par ailleurs de nombreuses usines de Stardrive Industries, même si son siège restera traditionnellement positionné à Tokyo. Sans doute le secteur le moins bien loti sur Terre, la péninsule européenne est une région pauvre, dont la plupart des grandes villes ont été ravagées durant les guerres de l'énergie, et dont l'adhésion récente et forcée à l'IAC ne lui a pas permis de bénéficier des mêmes avantages que ses prédécesseurs plus coopératifs, en particulier vis-à-vis de la reconstruction et de la distribution de l'énergie. L'Europe est un foyer nationaliste important, disposant de l'identité culturelle la plus forte de l'IAC, et par ailleurs la seule à utiliser ouvertement des dialectes divergents par rapport au terran de base. Bien entendu, l'IAC tente de canaliser de son mieux les insoumis européens, en imposant une présence militaire et policière forte, mais malgré ses efforts, ne parvient que difficilement à maintenir l'ordre et à unifier le district. Au niveau politique, l'Europe se caractérise par la dominance à petite échelle de puissantes familles de dynastes rivales, s'opposant pour le contrôle des rares ressources locales, mais pour la plupart unies dans leur mépris envers l'IAC. Ce qui fit la différence et permit à l'IAC de maintenir l'unité mondiale fut sa capacité à progressivement instiller aux populations un sentiment d'appartenance à un même grand œuvre. Plutôt que de maintenir son emprise sur le monde d'une poignée de fer, le cercle ouvrit ses portes à tout à chacun via la charte de Pékin, et si l'on accepte le cas particulier de l'Europe et du Moyen-Orient, tous ont volontairement signé celui-ci, acceptant par là même d'appartenir à un ensemble plus vaste et de se soumettre à la vision de l'IAC. Un autre outil de la réussite fut la liberté politique accordée aux 5 districts, qui, bien qu'inféodés au Conseil des magistrats, bénéficièrent d'une large capacité de manœuvre au niveau local. D'autant plus qu'à partir de la mise en place de la charte, le poste de préator ne fut jamais réservé uniquement au district alpha. Ainsi, malgré un chauvinisme important lors des premières élections, exacerbé par la démographie importante du district origine, tous, y compris l'Europe, pouvaient théoriquement avoir un représentant au conseil. La puissance militaire offerte par les Mecha-Guards ne fut qu'un moyen de consolider son pouvoir, une sorte d'épée de Damoclès tenue en équilibre au-dessus de quiconque n'acceptait pas la vision commune désirée par l'IAC et la majorité du monde. Et finalement, seule la Fédération européenne et quelques dictatures indépendantes eurent à subir ce châtiment. Si l'humanité, aux environs de 2090, est à l'apogée de sa civilisation, capable de coloniser la Lune ou de prolonger la jeunesse humaine par modification génétique, il lui reste pourtant des limites qu'elle ne peut pas franchir. La plus handicapante étant son incapacité à parcourir les 300 millions de kilomètres qui séparent la Terre de Mars. Même en période de position périhélique, où elle se rapproche à moins de 60 millions de kilomètres, aucune mission avec équipage ne pouvait être entreprise, et le rêve de l'IAC de coloniser Mars semblait devoir rester à l'état de fantasme. Le moment charnière qui permit l'affranchissement des limites de la civilisation humaine fut sans doute la découverte de nouvelles propriétés formidables de l'antimatière, capables dans certaines conditions de provoquer des déformations de l'espace-temps, et ainsi autoriser le voyage interstellaire à grande vitesse. Ces théories existaient déjà depuis le XXe siècle. Il s'agissait de ce qu'on appelait la théorie des trous de verre. Le principe étant relativement simple, la distance la plus courte entre 2 points est la ligne droite. Cependant, la théorie impliquait la mise en place d'une pliure de l'espace permettant de rapprocher les 2 points. Cette pliure, jusque-là théorique, fut rendue possible par les propriétés extraordinaires de l'antimatière. Les ingénieurs terriens s'attelèrent ainsi, dès 2085, à développer différents moyens pour produire et surtout pour stocker de l'antimatière de manière industrielle. Ce ne fut pas chose aisée, et malgré les folles avancées techniques de ces dernières décennies, il fallut plusieurs années pour que le rapport énergétique entre création et utilisation de l'antimatière ne soit rentable.
Cette découverte capitale fut révélée le 12 février 2090 par un institut américain d'astrophysique. Cette nouvelle ressource fut utilisée par les scientifiques pour concevoir un nouveau type de générateur qui, par des procédés physiques complexes et une gargantuesque dépense d'énergie, pouvait créer un trou de verre localisé vers une destination préprogrammée. Ce générateur, et les propriétés de l'antimatière lui étant associées, furent appelées technologies Warp, et pour fêter cette découverte majeure et l'entrée de l'humanité dans une nouvelle ère, l'IAC décida d'abandonner son nom originel, pour se renommer Fédération planétaire terrienne, et le calendrier mondial redémarra à partir de cette date charnière. Les premières expériences permirent de déterminer qu'avec 10 microgrammes d'antimatière, un voyage de 250 millions de kilomètres était faisable en l'espace de 24 heures, pour un objet de petite taille. Cependant, il semblait que pour pouvoir faire bénéficier de cette technologie à des vaisseaux plus grands, un générateur de taille réduite ne serait pas suffisant. Ainsi débuta le projet faramineux de la station Warp et du Grand Tunnel. Il faudra près de 3 ans à la Fédération planétaire terrienne nouvellement créée pour construire cette station spatiale, et une quantité extraordinaire de ressources matérielles et scientifiques. Mais la conception et la mise en place des générateurs Warp prendra énormément de retard, et le projet finira par aboutir en l'an 18 après Warp, achevant ainsi la construction la plus immense jamais conçue par l'homme. La station Warp mesurant à ses points les plus éloignés près de 500 km, soit près d'un 20e de la circonférence lunaire. Construite en orbite à plus de 600 000 km de la Terre, ce afin de minimiser les effets gravitationnels provoqués par sa masse imposante, la station Warp est un tube creux parcouru par l'équivalent de 900 centrales plasma, fonctionnant en alternance et consommant des milliers de litres d'eau chaque année. Elle possède à elle seule une capacité d'accueil de près de 500 000 personnes, bien qu'en général, seuls 90 000 techniciens et scientifiques ainsi que leurs familles y résident de manière permanente. La station Warp est conçue pour permettre la création et le maintien permanent d'un gigantesque tunnel, dont le point de sortie est calculé et remis à jour toutes les 5 secondes, afin de se situer dans une zone de réception orbitale relativement précise, à peu près à 100 000 km de la planète rouge. La taille gargantuesque du Grand Tunnel permet en outre, si le besoin s'en fait sentir, de déployer une flotte expéditionnaire de près de 150 vaisseaux vers Mars, et ce en moins de 24 heures. Si dans un premier temps les pertes humaines et matérielles furent élevées, en grande partie à cause des difficultés à calculer les trajectoires des différents corps célestes entre la Terre et Mars, la précision des ordinateurs se fit de plus en plus grande, et bientôt la station Warp devint la manière la plus sûre de se rendre sur la planète rouge rapidement. C'est ainsi que put démarrer la colonisation de Mars, et sa terraformation. Le projet s'exécuta à une vitesse incroyable, car la FPT déployait toutes ses ressources et toute son énergie pour transformer au plus vite la planète rouge. Les premiers colons bâtirent une gigantesque cité sous verre qu'ils nommèrent Pater, en signifiant le point de départ de cette nouvelle aventure scientifique. Et si les zones de vie furent cantonnées à une superficie d'une centaine de kilomètres carrés, pouvant abriter à cette époque un maximum de 250 000 habitants, la majeure partie du dôme de verre protégeait en fait une immense forêt génétiquement modifiée et produisant des quantités astronomiques d'oxygène réinjectées régulièrement dans l'atmosphère par de puissantes turbines. Le poumon, comme l'appelèrent les colons, était un dense regroupement d'arbres géants, pataugeant dans un marécage rempli d'algues photosynthétiques de taille microscopique et couvrant à son apogée une superficie de 12 000 km². Elle n'eut cependant pas ses proportions gargantuesques immédiatement, et il fallut plusieurs années au poumon pour grandir à ce point, sa taille originelle n'étant que de 400 km². Ce fut grâce au travail acharné des généticiens attachés au projet que les plantes purent pulluler à une vitesse si fulgurante, forçant les colons à agrandir toujours plus le dôme par des extensions qui s'aggloméraient au fur et à mesure, telles des bulles de savon. D'autres cités-dômes furent construites durant les 30 ans que dura la première phase de colonisation de Mars, 5 au total, chacune possédant sa serre de génoflore améliorée, qui, bien que plus petite que le poumon, permettait rapidement d'accélérer et de maintenir l'oxygénation de l'atmosphère martienne. Plusieurs décennies de terraformation intensive permirent par ailleurs de développer l'effet de serre et d'augmenter ainsi la température de la planète, provoquant la fonte des calottes glaciaires et la création d'un vaste océan d'eau douce, le Vasistas Borealis. Cette modification majeure de la température de Mars, ainsi qu'un programme d'explosion nucléaire au cœur de la planète, permit la fusion de son noyau, jusque-là éteint depuis des millions d'années, et d'ainsi recréer l'indispensable champ magnétique protégeant la planète du rayonnement des éruptions solaires. Si dans les premières années, les colons se composaient essentiellement de scientifiques et de militaires chargés de maintenir l'ordre, il s'avéra que la planète rouge attirait l'intérêt d'un nombre incalculable de personnes. Dans un premier temps, ce furent les familles des colons qui les rejoignirent sur Mars,
Puis, tandis que le voyage spatial se fiabilisait, une nouvelle vague d'immigrants vit le jour. Ce premier exode se composait essentiellement de personnes peu fortunées, désireuses de trouver du travail sur Mars, ou tout simplement de démarrer une nouvelle vie, deux choses que Mars était à même de leur fournir. En l'espace de 2 décennies, la population martienne passa de 200 000 habitants à plus de 15 millions, rendant largement insuffisantes les infrastructures et les ressources produites par Pater. Au fur et à mesure que la population augmentait, de nouvelles cités s'ouvertes se créèrent, attirant encore plus d'immigrants, séduits par le travail disponible et les salaires plus importants que sur la Terre. C'est au terme de ces 30 premières années de colonisation que furent fondées les 5 cités-dômes, Pater, Coetus, Bellum, Hereditas et Melios. Le deuxième exode martien débuta quelques années plus tard, quand Mars devint parfaitement vivable en dehors des cités-dômes, attirant une nouvelle population désireuse de s'approprier une parcelle de ce que la planète avait à offrir. Ce second exode fut bien moins géré que le premier, car la FPT n'avait plus l'intention d'investir de ressources dans la construction de nouveaux dômes, à présent que Mars était viable. Il en résulta que les millions de personnes arrivées sur la planète rouge au cours de cet exode ne bénéficièrent pas d'infrastructures ni d'habitations pour les accueillir. Les immigrants s'attroupèrent donc aux entrées des cités-dômes, dans l'espoir de trouver un endroit où vivre. Même Coetus, la plus grande des cités-dômes, ne pouvait accueillir que 5 millions d'habitants au maximum, et un seuil critique de population fut atteint. Le surplus fut forcé de former des bidonvilles autour des dômes, ou bien de revenir sur Terre, chose impossible sans vaisseau à propulsion warp personnel, étant donné que la station warp jumelle était à l'époque encore en construction. Les magistrats rouges, composant le gouvernement martien mis en place par la FPT, fit de son mieux pour gérer cet afflux permanent de gens bloqués sur Mars pour le meilleur ou pour le pire. De son côté, la Terre imposa un régime d'exception pour les colonies, afin de réduire l'exode, infligeant de lourdes taxes aux Martiens et limitant fondamentalement les droits de ces derniers par rapport aux Terriens. Ceci, associé à une forte propagande anti-colonie, permit de juguler le flux de départ en direction de Mars. Cette politique eut pour premier effet d'instiller un mépris des Terriens envers les colonies, s'estimant supérieurs à elles. Le second point fut le ralentissement considérable des opérations de terraformation de Vénus et des lunes de Jupiter qui stagnèrent à un niveau précolonial. Ce constat fut particulièrement vrai pour Jupiter, qui ne profita que de quelques installations de première nécessité, essentielles à la survie, mais sans aucune infrastructure urbaine valable. Il était cependant trop tard, car le mal était déjà fait. Incapable de contrôler la population et de faire régner l'ordre dans les bidonvilles, le Conseil Rouge se retrouva avec un fort problème d'insécurité à gérer. Des groupes criminels ne tardèrent pas à voir le jour et à faire régner leurs lois dans les ghettos, soutirant le peu d'espoir restant encore aux gens qui s'enfermèrent alors dans la peur. Cette situation critique échappait entièrement à la FPT, qui commençait à amèrement regretter la colonisation de Mars. Une nouvelle tentative des Préators pour rétablir l'ordre fut de faire preuve d'intervention de plus en plus poussée dans les affaires du Conseil Rouge, réduisant petit à petit son influence, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un vulgaire homme de paille. Ils utilisèrent alors ces pantins comme intermédiaires pour appliquer de sévères mesures disciplinaires dans les bidonvilles. Si dans un premier temps l'effet fut plutôt bénéfique, des escadrons de mechas spécialisés dans le combat anticriminel traquant les bandits et les truands sans pitié, la suite fut moins réjouissante. La population apprécia un moment l'augmentation de la sécurité dans les ghettos, et ces derniers finirent même avec le temps par se transformer en véritables villes et villages. Cependant, l'ingérence de la FPT avec les affaires martiennes devint de moins en moins supportable au fur et à mesure que la situation s'améliorait, sentiment encore accentué par les mesures anti-colonies prises par la FPT pour endiguer le flot d'immigrants des années auparavant. Un sentiment nationaliste commença à voir le jour dans le cœur des Martiens, et de moins en moins d'entre eux faisaient confiance aux magistrats rouges, presque ouvertement connus comme étant de simples marionnettes des Préators. Il ne fallut pas longtemps pour que se développent des groupuscules extrémistes prônant l'indépendance de Mars, et l'un d'entre eux, particulièrement actif, commença à se détacher des autres, l'Alliance martienne indépendantiste.